Donc, je me présente. Alors déjà, merci de m'accueillir, enfin, d'accueillir le département de la Mayenne sur les sujets de DataVis. C'est super intéressant de pouvoir participer à ce genre d'événements. Donc, Amélie Hervé, je suis chargée de la gouvernance des données pour le département de la Mayenne sur les projets, plus particulièrement sur les projets d'open et de closed data. Je travaille au département depuis un peu plus de 15 ans. Je suis géographe de formation et de profil numérique de profession et en charge de la gouvernance des données depuis janvier 2020, à peu près au sein du département. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement une démarche de close data qu'on a engagée au département. Alors, close data, c'est l'équivalent d'un portail open data, mais pour un usage réservé à la collectivité. On a mis en place depuis le début d'année 2021. Ce portail a vocation à devenir on va dire un portail de données, enfin une plateforme interne de données d'intérêt général ou d'intérêt général pour les agents de la collectivité, les membres du CODIR, le président, etc. Et puis au-delà de ça, et ça va être le sujet de cet après-midi, c'est un accès centralisé au tableau de bord de la collectivité dans le but de faire du pilotage, effectivement, puisque le département avait depuis 2016 un portail d'outils de pilotage. J'étais chef de projet à l'époque sur ce sujet-là. Alors, pour éviter le syndrome de la feuille blanche en 2016, pour essayer de définir les indicateurs de la collectivité, on était parti, pour ceux qui connaissent, du compte administratif rédigé par l'ensemble des directions du conseil départemental, qui est une sorte de bilan moral et financier de la collectivité. On avait épluché 8 ans de compte administratif pour essayer d'en sortir des indicateurs qui revenaient régulièrement au sein de nos documents, de manière générale. Ces 8 indicateurs, enfin de ces 8 années de lecture de documents, ont ressorti 530 indicateurs réguliers qui étaient vraiment des éléments qu'on retrouvait chaque année dans les documents du conseil départemental. Et sur ces 530 indicateurs, on a essayé de les classer dans différentes thématiques, des indicateurs de coût, des programmes qu'on avait engagés, des indicateurs d'impact, des éléments d'activité liés aux différentes compétences départementales, etc. Et de ces 530 indicateurs, avec les métiers, avec les directions métiers, avec le président, avec les membres du CODIR, on a essayé bien évidemment de restreindre cette fameuse liste de 530, puisqu'il n'était pas possible d'en retenir 530, et puis surtout de voir quels étaient dans ces indicateurs, à la fois les indicateurs qui avaient une vocation stratégique et de pilotage, et puis dans ces indicateurs, lesquels on arrivait à sortir de manière, simple et facile, enfin facile, c'est pas le mot, mais simple, de notre système d'information, donc de nos bases de données métiers, qu'elles soient solidarité, finance, RH, etc. Donc ça, c'était en 2016. En 2019, pour faire très rapide, le président du département de la Mayenne a souhaité qu'on revoie ces indicateurs mobilisés depuis 2016, puisque certains n'avaient plus lieu d'être ou d'autres manquaient à l'appel du fait des politiques publiques et des besoins de pilotage. Donc, le président a fait une commande fin 2019 et début 2020, au travers à 2 casquettes, la mienne qui était chargée de la gouvernance des données et puis la casquette chargée d'évaluation des politiques publiques d'une autre collègue, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que oui, on a travaillé avec le président et avec les directions métiers pour revoir notre liste d'indicateurs, mais on a aussi fait le choix d'un changement d'outil, puisque initialement, ce portail outil pilotage, il était entre les mains d'un prestataire et on n'avait pas la main ni sur les données qu'on publiait dans l'outil, ni sur les data visualisations qu'on mettait en place, ni sur toute l'éditorialisation des données qu'on souhaitait faire, etc. Donc, on a fait une proposition au département de la Mayenne qui a été bien évidemment, revoir tous ces indicateurs, revoir l'outil. Cette proposition a été validée par le CODIR, le président, en juillet 2021. Et non, si c'est ça, juillet 2021, je suis un peu perdu. Et on a entièrement refait notre portail de pilotage à partir d'une solution qui est basée sur Open Datasoft, qui est en fait exactement le pendant de ce qu'on aura demain, nous, collectivités de la Mayenne, en termes d'open data. Donc, il y avait une petite amorce aussi
qui était de commencer à acculturer, à aider les professionnels de la collectivité à utiliser un futur portail d'open data, mais cette fois-ci dans une démarche de close data interne, etc. Donc, on a mis en place un certain nombre de tableaux de bord à destination du président, à destination des membres du CODIR, à destination des professionnels de la collectivité, sur un certain nombre de thématiques, les ressources humaines, les finances, le tableau de bord président, qui lui, là, est vraiment un baromètre président, la solidarité, l'autonomie, en tout cas, toutes les compétences qui sont des compétences départementales. Pour mettre en place ce projet, on a plusieurs casquettes, celle que j'évoquais tout de suite, qui est bien évidemment la collègue qui était en charge de l'évaluation des politiques publiques, ma casquette un peu plus technique sur le développement de ces tableaux de bord que vous allez voir à l'instant, et puis les métiers qui, eux, sont bien évidemment les experts des données qu'ils manipulent au quotidien, qu'elles soient solidarité, finance, RH, etc. Et donc, on a travaillé avec eux à quatre mains pour définir la meilleure manière qu'on avait de représenter les données qui étaient les leurs dans des tableaux de bord qui soient des tableaux de bord de pilotage. Magali, est-ce que vous voyez bien mon écran là? Parfaitement. D'accord. Donc là, on arrive effectivement sur le portail Close Data du département de la Mayenne, avec une page d'accueil qui permet tout de suite une entrée directe dans les tableaux de bord de la collectivité. Donc, le baromètre mensuel président, qui lui est une concaténation d'un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve après dans d'autres tableaux de bord métiers, donc les finances, la RH, l'autonomie, etc. Et puis après, on a développé d'autres tableaux de bord plutôt à la demande, alors à la demande du président, notamment sur la situation de l'emploi en Mayenne, l'idée étant de surveiller les éléments, enfin, les effets de la crise Covid sur l'emploi et le chômage en Mayenne. Et puis après, des tableaux de bord à destination des élus, puisqu'effectivement, quand on a construit ces tableaux de bord, l'idée c'était de se mettre, on avait trois personas à peu près essentiels pour la construction de ces tableaux de bord. C'était bien évidemment le président qui souhaite scruter un certain nombre d'éléments clés au sein de la collectivité, les directeurs, les membres du CODIR, les agents, les professionnels de la collectivité pour qu'ils puissent consulter leur tableau de bord métier, mais aussi les données qu'il y a derrière chaque tableau de bord. Et après, il y a le troisième personnage clé qui pouvait interroger ces tableaux de bord-là, c'est les élus. Et donc, on a essayé pour chaque tableau de bord de répondre à ces trois casquettes-là, l'idée étant, je suis élu de tel EPCI de la Mayenne, si je veux voir les contrats territoires ou si je veux voir le phénomène RSA en Mayenne, eh bien, comment moi, techniquement, je peux répondre à cette demande de l'élu afin qu'il ait des éléments sur le territoire qui le concerne. C'était une solution qui s'appelait initialement Pilot for IT et qui a dû évoluer vers un nom qui s'appelait Inimotion, qui était basé sur, en fait, ça lie normalement des données de grandes chaînes de production ou de grands systèmes de réservation, typiquement comme des hôtels, etc., ou oui, des chaînes de production chez Renault. Et donc, ils étaient habitués à lire des données en temps réel. Mais par contre, des fichiers Excel, c'était très compliqué, enfin des fichiers Excel ou des éléments de requête issus de BO, etc. C'était très compliqué de les faire valoir correctement et on avait beaucoup de problématiques techniques, d'où le choix effectivement de changer d'outil. Merci Amélie. Donc là, là j'ai cliqué directement sur le tableau de bord mensuel président. Donc on est bel et bien sur un tableau de bord stratégique défini avec le président et pour le président. Je l'ai mis à décembre 2020 pour essayer de ne pas afficher les éléments du département à la date au dernier mois, puisqu'il y a peut-être des éléments que le président ne souhaiterait pas communiquer, donc je ne le fais pas. Et dans ce tableau de bord, on retrouve trois rubriques, qui sont les rubriques essentielles aux yeux du président, qui sont les rubriques finance RH. Donc là, on vient voir les encaissements des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux pour le département de la Mayenne. La partie RH, le nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire pour les agents de la collectivité. Ensuite, des éléments autour de la solidarité, donc le RSA, les mineurs non accompagnés, les contrats jeunes majeurs, le nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance au département de la Mayenne, puisque ça, ce sont des éléments clés pour la collectivité, notamment quand on connaît le budget des départements en termes de politique sociale, on a vraiment intérêt à surveiller tous ces éléments-là. Et puis, la partie autonomie, où là, effectivement, on vient lire un certain nombre
d'éléments stratégiques autour du nombre de dossiers ou du nombre de demandes qu'on a, on n'a pas, les délais de traitement au titre du handicap pour le public enfant, pour le public adulte, etc. Puisque ça, ce sont des éléments qui sont notamment scrutés par la CNSA. Et donc, on doit surveiller tous ces délais de traitement de dossiers, etc. Donc, le président, mensuellement, souvent aux environs du 20 du mois, il vient voir son tableau de bord et il passe en revue tous ces indicateurs-là, ce qui est aussi l'occasion de rediscuter de certains éléments avec les directions quand il y a des incompréhensions ou des éléments qui méritent qu'on s'y attarde. Le président, lui, peut, à n'importe quel moment, à partir de ces rubriques-là, cliquer pour être envoyé vers le tableau de bord métier cette fois-ci. Donc, si je prends le cas des finances, par exemple, je clique sur la petite box DMTO, et là, j'arrive sur les données financières pour le département de la Mayenne. Donc là, je vais laisser octobre 2021, on est sur des choses un peu moins stratégiques, mais j'arrive sur le tableau de bord finance, qui lui, cette fois-ci, s'organise sous forme d'onglet et qui permet d'aller voir les DMTO, les suivis des dépenses globales, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement. Et ce qu'on vient rajouter dans l'outil, et ça, c'est vraiment aussi une démarche qui est super intéressante, c'est qu'on peut commencer à coupler nos données internes avec des données qui existent en open data. Donc là, c'était un exemple qu'on a fait, on n'a pas été très loin sur la partie finance, mais on a été chercher des données de l'Observatoire de la finance et de la gestion publique locale, et on vient afficher les contributions par habitant pour l'allocation APA, la PCH, le RSA ou les contributions au SDIS, par exemple. L'avantage sur ces tableaux de bord est vraiment, enfin, les métiers le disent, hein, aujourd'hui, les collègues qui utilisent cet outil sont hyper satisfaits de l'outil, c'est que les graphiques sont totalement interactifs. C'est-à-dire que je ne veux pas tenir compte de 2020 parce que 2020 est considéré comme une année exceptionnelle. Je peux la cacher et je peux me comparer de 2019 à 2021. Si je ne veux que 2021, hop, je cache 2019 et je ne vois que l'année en cours. Pareil, si la donnée m'intéresse sur 3 mois qui viennent de s'écouler, hop, je zoome et j'ai les 3 mois qui m'intéressent réellement dans la démo que je suis en train de faire ou dans l'explication que je suis en train de donner à des collègues. Donc ça, c'était le tableau de bord finance. Si je retourne, par exemple, sur un autre tableau de bord qui, lui, va plutôt être à vocation des élus, par exemple, je vais prendre le RSA, qui est sans doute un des travaux les plus aboutis techniquement qu'on ait pu faire pour ces tableaux de bord en close data. Je suis Amélie Hervé, élue conseillère départementale de la Mayenne et élue pour la commission RSA du Sud Mayenne, par exemple. Donc, le département est divisé en 6 commissions RSA qui sont des zones géographiques. Et bien là, on a pensé ce tableau de bord pour qu'un élu qui participe à une commission RSA, parce que chaque élu est présent dans au moins une commission, cet élu participe à une commission RSA, on a prévu le fait que l'élu puisse comparer le phénomène RSA de sa commission avec le phénomène RSA de l'ensemble du département de la Mayenne. Et donc, au départ, quand j'affiche le tableau de bord RSA, je ne vois à gauche de mon écran que des éléments autour du département. En tant qu'élu, je vais aller chercher la commission RSA dont je fais partie. Et tout le tableau de bord s'actualise et permet la comparaison de ma commission, de la zone dont je dépends, donc la commission RSA du Sud Mayenne, à l'ensemble du département de la Mayenne. Et donc là, on vient balayer tout un tas de thématiques autour du RSA, les ménages allocataires du RSA, la part des ménages allocataires du RSA par rapport à la population départementale, etc. Les nouvelles prises en charge, les fins de prise en charge, donc les entrées dans le dispositif, les sorties du dispositif RSA, tout ce qui est orientation, contractualisation, éléments d'activité mensuelle, etc. Donc ça, ce sont des éléments très métiers, mais ça permet, en commission RSA, donc avant, on avait des documents papier. Ce document papier, juste pour l'anecdote, la collègue qui le fabriquait, c'était donc mensuellement entre 6 à 8 heures de boulot pour aller faire des requêtes dans les outils métiers et réussir à faire un export PDF qui contenait 12 pages, puisqu'on avait 2 pages par commission RSA. Et ces 12 pages étaient après déposées sur le bureau du président et envoyées à chaque élu. Aujourd'hui, c'est une demi-heure de boulot pour mettre à jour les données et pour avoir un tableau de bord qui soit consultable par tout le monde, enfin par tout le monde, par tous les gens qui ont un compte sur le close data, sur n'importe quel support, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement responsive design, donc en termes de tablettes, de smartphones, etc., ça fonctionne vraiment parfaitement. Et les collègues qui ont en charge notamment la thématique du RSA ont gagné énormément de temps par rapport au travail qui a été effectué là.
Alors, pour l'instant, non. On y travaille parce que, alors en fait, on a fait le choix, département de la Mayenne, là, de ne pas tout automatiser au départ, pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était aussi, dans le cadre de la gouvernance des données, de commencer à initier aussi quelques changements de pratique, ou en tout cas une forme de culture autour de la gestion de nos données, de la qualité de nos données, de la fiabilité de nos données. Et dans cette démarche-là, on s'est dit, on n'automatise pas tout de suite, on demande, donc on a des référents métiers dans chaque direction. En l'occurrence, aujourd'hui, je crois que j'ai un réseau de 12 référents métiers, et ce sont ces référents métiers qui font des exports de requêtes effectuées dans les outils métiers au travers de plateformes type InfoView, par exemple. Donc, on a des requêtes toutes prêtes. Ces résultats de requêtes, ils les importent aujourd'hui dans le close data. On est prêt techniquement pour automatiser tout ça, mais on a fait le choix de ne pas le faire, justement dans le but plutôt de commencer à travailler aussi sur tout ce qui est qualité des données, fiabilité des données, puisque si on automatise tout d'un coup, les gens ne vont pas trop s'en inquiéter, ils ne vont pas trop aller voir l'outil, ils ne vont pas aussi s'habituer à faire des tableaux de bord, à manipuler leurs données, etc. Donc, on a vraiment fait le choix, et c'est un choix tout à fait réservé au conseil départemental de la Mayenne, mais c'est un choix pour initier l'acculturation dans l'immédiat. Le côté super positif de la chose, c'est que quand le président a découvert l'outil en juillet, ça a été du tac au tac. Non, mais c'est terminé, moi je ne veux plus de rapports, je ne veux plus de papier, je ne veux plus de fichiers Excel dans ma boîte mail, je veux tout sur cet outil-là. Et ce que je vois des collègues, alors, le président c'est une chose, les collègues c'en est une autre, ce que je vois des collègues, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plutôt en mode proactif en disant, bah, tiens, nous, on utilise régulièrement cette donnée-là, est-ce que tu ne pourrais pas la mettre dans le close data pour qu'on n'ait plus à se l'échanger par mail, qu'elle soit centralisée? Tu fais une ou deux databases en plus, histoire que quand on a un rapport à faire, ou quand on a une démo à faire, ou quand on a un courrier à faire à un élu, etc., on puisse faire deux, trois exports qui permettent d'utiliser tout de suite la data visualisation sur laquelle on s'est mis d'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, on a mis fin à un certain nombre de documents papier ou de documents qui étaient envoyés par mail, quoi. Sur la question des indicateurs route, pour l'instant, il n'y en a pas. La direction des infrastructures n'avait pas d'indicateurs de pilotage sur l'ancien outil, ne s'est pas manifesté là sur le fait d'en avoir aujourd'hui. Effectivement, chez nous, le SIG est placé à la direction des routes et des infrastructures, direction des infrastructures. Et donc, effectivement, je pense que la direction des infrastructures aujourd'hui a déjà un certain nombre d'indicateurs qui sortent tout de suite du SIG et qui font qu'ils n'ont pas intégré la démarche de pilotage dans laquelle on est. Par rapport aux cartes, effectivement, il y en a. Et là, typiquement, sur les contrats de territoire et le plan Mayenne Relance, je vais passer les premiers onglets, mais sur le focus territoire, on l'a pensé justement dans un but de réponse à des problématiques d'élus. Quelles sont les aides qui ont été données sur mon territoire, etc. Là, aujourd'hui, ce sont que des cartes et on vient interroger un certain nombre d'éléments. À chaque fois que je clique sur une commune, j'ai le nombre de projets qui ont été financés, en quoi consiste le projet, le montant total du projet, le montant subventionné par le département. Aujourd'hui, par rapport au SIG, à terme, la cible, c'est qu'effectivement, les données du SIG qui ont caractère à être des données d'intérêt général transitent dans cet outil et puissent après être exploitées par les collègues du SIG pour des réalisations cartographiques plus importantes à usage métier. Ça, ce sont des choses qu'on est en train d'amorcer au département de la Mayenne. Il y a des changements de pratiques qui sont à mettre en œuvre qui ne sont pas nécessairement toujours très simples. En tout cas, on y travaille. On n'est pas rendu à quelque chose d'optimal, mais en tout cas, on est en train d'y travailler. Et effectivement, à terme, l'idée, c'est qu'un certain nombre de données qui ont vocation à être à la fois considérées comme des données d'intérêt général et du SIG puissent être hébergées dans le close data, effectivement. Donc là, on peut lire des flux pour les sigistes qui écoutent, on peut lire des flux ArcGIS directement dans l'outil, du QGIS aussi de mémoire, donc on se connecte sur ces flux et on les exploite directement dans l'outil. Typiquement, par exemple, pour le cas du RSA, aujourd'hui, les données du RSA sont partagées avec certains de nos partenaires.
la CAF, enfin, je ne crois pas que ce soit la CAF, je vais dire des bêtises, mais les CCAS, enfin voilà, on a une liste de partenaires avec qui on partage ces données-là. Donc, c'est effectivement quand il y a des mises à jour de données, si un partenaire a besoin d'être informé, les collègues qui ont en charge le RSA en informent leurs partenaires comme quoi les données ont été mises à jour et ils peuvent se connecter à l'outil pour accéder aux données du RSA. Par contre, ils ont un accès restreint, ils n'accèdent qu'aux données du RSA. Au-delà de faire des tableaux de bord métiers tels que vous les avez vus là, on fait aussi de la data vise ponctuelle, c'est-à-dire on a une donnée, une représentation particulière de cette donnée pour répondre soit à des actions menées par le conseil départemental de la Mayenne. Typiquement, en ce moment, on a une action qui s'appelle Génération Mayenne 2024 qui permet d'aider les enfants, les collégiens à faire des activités culturelles ou sportives. Et on a justement, dans le cadre de ces data vises, on en a une autour de la centrale d'appel Covid, puisque le département, pour soutenir les efforts autour de la vaccination, etc., a mis en place une centrale d'appel. Et les élus, les membres du CODIR, les agents de la collectivité peuvent suivre comment dire, les actions engagées, en tout cas le nombre d'appels reçus, le nombre d'appels traités, le temps d'une communication autour de la thématique de la centrale d'appel Covid. Donc, régulièrement, enfin tous les jours, cette donnée est mise à jour. Donc là, elle ne l'est pas parce que hier, on était dimanche et la centrale d'appel ne fonctionnait pas. Mais tous les jours, cette donnée est mise à jour et les acteurs autour de la centrale d'appel Covid viennent voir combien d'appels on a reçus, combien d'appels on a décrochés, quel a été le temps moyen d'une communication. Et encore une fois, on vient coupler cette donnée-là avec les données en open data, cette fois-ci, de la vaccination, première, deuxième, troisième injection, ce qui permet de voir un petit peu les tendances au niveau de la Mayenne. Ce qui me permet effectivement de donner la parole à Nicolas, puisque je pense que Nicolas, tu as plein de choses à dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup Amélie pour cet exposé qui était vraiment riche. Et pour répondre à Antoine, je pense que parmi ces données-là, qui sont des données en fait internes, il y en a potentiellement qui pourraient faire l'objet d'une publication en open data. Et c'est ce qu'a dit Exactement. Amélie, Hervé tout à l'heure, c'est que finalement, cette démarche de culture donnée au sein de la collectivité sur des indicateurs, c'est quand même atypique de commencer par l'intérieur pour aller vers la publication open data. En tout cas, vous, c'est le chemin que vous prenez, donnera lieu finalement, dans une suite logique, à de la publication en open data. Tout à fait. Merci beaucoup Amélie. Donc la parole maintenant est à Nicolas. Donc, je suis Nicolas Boeuf, c'est ma photo en noir et blanc. Je suis data journaliste et développeur freelance. Ça fait une paire d'années que je travaille sur des projets qui impliquent des données à destination, soit avec des médias, soit avec des institutions publiques, soit avec des organisations de type ONG, pour essayer de trouver des moyens de valoriser et raconter et informer les gens à partir de données. Et depuis quelque temps, je travaille donc avec Etalab, qui est, pour le dire rapidement, le service public de la donnée en France, responsable du portail data.gouv.fr. Donc, comment on fait une bonne visualisation de données pour son public? On va prendre un cas d'usage qui est le baromètre de suivi de l'épidémie de Covid-19 à destination de tous les citoyens pour le grand public, qui est hébergé sur gouvernement.fr. En deux mots, la commande, elle est émise par le service d'information du gouvernement, qui est responsable de gouvernement.fr. Il y avait existant déjà un dashboard qui permettait de visualiser les différentes données émises par le ministère de la Santé et Santé publique France sur datagouv.fr, mais ça n'allait pas du tout. Ça avait été fait vraiment très rapidement au début de la pandémie et il fallait fallait reconstruire une nouvelle version. Ce n'était pas consultable sur mobile. Il y avait plein de questions qui n'avaient pas été posées à la conception de ce tableau de bord. Donc, il a été décidé de le refaire. Et pour ceux qui n'en seraient pas familiers, il ressemble à ça. Donc, c'est une page avec tout un tas d'indicateurs à l'intérieur de cette page, hiérarchisés, soit des boîtes avec le dernier chiffre en date, par exemple le nombre de nouveaux cas confirmés que vous voyez ici, et la tendance sur les 7 derniers jours, ou des graphiques qui permettent de suivre
les mêmes indicateurs, soit dans le temps, au fur et à mesure des semaines et des mois de la situation sanitaire, soit de manière géographique, avec une projection des dernières données en date sur des cartes. Donc voilà, c'était la commande de faire un tableau de bord qui puisse permettre à tout un chacun de suivre ce qui se passait au nom du gouvernement. Parce qu'à l'époque, printemps et début d'été 2021, il y avait ce tableau de bord qui était moche et vraiment pas très bien fait dans un recoin de gouvernement.fr. Il y avait toutes ces données qui étaient produites par le ministère de la Santé qui étaient super et qui étaient réutilisées par plutôt des projets de la société civile, plutôt des gens, des ingénieurs, des journalistes qui faisaient bénévolement ou non leur propre projet de visualisation et de suivi de l'épidémie. Il y avait des super trucs, mais voilà, il y avait à un moment la volonté de la part du gouvernement de proposer en son nom une information de qualité via des visualisations sur le sujet. Donc, pour résumer, en 3 étapes, comment on fait pour proposer une bonne visualisation en fonction du public qu'on a en tête. Je vous apprends rien, mais faire un produit d'information ou de communication, c'est effectuer des choix. C'est-à-dire qu'il y a des écueils à éviter quand on fait, en tant qu'institution, un produit de visualisation de données. Majoritairement, les 2 écueils principaux, c'est on va faire un catalogue, on va tout mettre. On a toutes nos données, on va tout mettre et on va laisser les gens se débrouiller pour trouver ce qu'ils veulent dedans. Ou alors, on va se refaire notre vitrine, on va choisir que les trucs qui nous arrangent politiquement, faire des choix, des fois gommer un peu certaines courbes ou faire des choix de graphiques pour soit accentuer, soit masquer des tendances parce que ça nous arrange politiquement. Donc, pour éviter ces 2 écueils, on peut passer par ces 3 étapes très simples. Il faut que notre produit de visualisation, il réponde à une question. Okay, on pose une question. Du coup, ça va nous forcer à avoir un entonnoir et à faire de la sélection au niveau de mes indicateurs pour aller vers un but simple et qui peut être réduit en une question. On se pose une question, on identifie son public, donc à qui on veut parler, et ça va être une constante, une fois qu'on l'a identifié, de s'y référer en permanence et de se remettre toujours à la place du public à qui on est en train de parler pour effectuer les choix suivants. Et enfin, on choisit la forme la plus adaptée en fonction de ces 2 critères. Ça peut être dans le cadre de l'exploitation d'une base de données, ça peut être comme il a été fait sur le Covid-19, un tableau de bord, c'est-à-dire on va mettre plusieurs indicateurs au même endroit. Ça peut être une histoire qu'on va raconter avec des données. Donc là, plus dans une démarche pédagogique où on accompagne un peu plus notre lecteur dans la plongée dans le sujet via des données. Ça peut être une vidéo de type animation, peu importe la forme, mais le choix doit être effectué en fonction de la question à laquelle on veut répondre et du public à qui on s'adresse. Donc nous, clairement, si on s'est posé ces 3 questions-là au moment de reconstruire le dashboard du Covid, et on en est arrivé à là, ce qu'on voulait répondre, la question à laquelle on voulait répondre cette page, c'est est-ce que ça va mal? Comment ça se passe dans le pays vis-à-vis du Covid? Vous voulez que le citoyen de base arrivant sur la page dise est-ce que c'est la merde? Est-ce qu'on va refermer? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on va pouvoir retourner dehors? Vous voulez que la réponse puisse sauter aux yeux en arrivant sur cette page. Évidemment, on s'adressait à tous les citoyens. Cette conjonction d'éléments nous a amené à choisir la forme d'un dashboard de présentation de données simplifié. Simplifié dans le sens où on a fait plein de choix au niveau des indicateurs. On a écarté certains indicateurs qu'on aurait gardés si on s'adressait, par exemple, à une population d'experts du sujet ou de décideurs politiques sur le sujet qui auraient pu avoir besoin d'une maille plus fine en termes de données médicales, par exemple, pour prendre des décisions.
Un des défis qu'on rencontre souvent dans le cadre de production de visualisation, quand on travaille avec, enfin, moi je travaille avec des institutions publiques, c'est la collaboration entre services. Ça peut bien se passer. Et par exemple, en l'occurrence, ce projet de dashboard de Covid-19, il était hyper collaboratif avec des services qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc les données, évidemment, étaient produites et gérées par Santé publique France. Ensuite, il les envoyait à Etalab, à DataGouv, qui se chargeait de processer les données, donc de les remettre dans les bons formats pour qu'ils puissent être utilisés en web, et ensuite de les visualiser. Donc ça, c'était la partie sur laquelle j'ai travaillé, donc passer des fichiers à produire des graphiques. Et tous ces éléments-là étaient remis dans les mains du SIG. Donc, pour précision pour les géographes de l'Assemblée, SIG ici, c'est le système d'information du gouvernement, donc c'est-à-dire les équipes qui gèrent, entre autres, le site gouvernement.fr et la communication centrale du gouvernement, qui géraient, eux, les éléments éditoriaux autour des graphiques, à savoir tout ce qui est petit volet d'explication, tous les bandeaux de navigation à gauche, tous ces petits textes très, sur lesquels on se doit d'être très précis méthodologiquement. Et dont DataGouv ne voulait pas prendre la responsabilité. Donc, ça a été remis dans les mains du SIG qui organise la page un peu comme ils veulent. Et nous, on leur fournit, en gros, ces boîtes-là. Ça marche, cette collaboration multi-administration, quand tout le monde a les mêmes objectifs en tête. Et en l'occurrence, c'était permettre à tous les citoyens de répondre à cette question. Est-ce que ça va mal ou est-ce que ça va pas si mal vis-à-vis de l'épidémie de Covid-19 ? Évidemment, pour sortir en très peu de temps un tableau de bord de suivi qualitatif comme ça demande des compétences, du temps et des gens. Une équipe de projet pour faire une data visualisation comme ça va regrouper à peu près ces 5 catégories de profils. Un chef de projet, un data ingénieur, un graphiste, un développeur front, un développeur back. Évidemment, une personne peut avoir plusieurs rôles sur des projets de plus petite ambition. On peut confier les choix graphiques au développeur front qui va sans doute s'occuper du back et la personne qui s'occupe des data et de la gestion de projet peuvent être tout à fait la même personne. C'est juste la gamme de compétences qu'il faut avoir pour aller jusqu'à un projet tout à fait abouti et sur lequel les personnes impliquées avaient les compétences les plus développées par rapport à ça. Je dis ça. Nicolas, juste une Oui. petite question sur les compétences, parce que ça va peut-être permettre de répondre à une question qui s'est fait jour dans le chat. Le graphiste, est-ce que c'était quelqu'un qui avait aussi des compétences en UX ou est-ce que le développeur front avait aussi des compétences en UX? En fait, derrière ma question, c'est est-ce que finalement, vous avez travaillé avec les futurs utilisateurs de ce tableau de bord pour faire vos choix d'indicateurs et vos choix de mise en forme? En l'occurrence, non, parce que ça s'est fait très vite. La conception, elle a duré 2-3 semaines, donc on n'a pas eu le temps de faire des tests utilisateurs. La personne qui a réalisé le graphisme a des compétences en UX, mais c'est pas la partie qui a été la plus poussée au niveau de la conception de ce projet. Le choix des indicateurs, il a été co-réalisé avec les experts chez SPF et les personnes plus expertes en termes éditorial côté DataGouv, côté Etalab, donc moi et la chef de projet. On a réfléchi avec les gens de Santé publique France sur quels étaient les indicateurs les plus pertinents pour répondre à cette question quand on n'est pas médecin nous-mêmes. Donc, on n'a pas forcément fait des tests utilisateurs là-dessus. Et la personne qui est graphiste a juste utilisé ses compétences de base sur le sujet. Est-ce que vous avez néanmoins adopté des principes particuliers pour des personnes qui ont des problèmes visuels, etc.? Oui, ouais, j'en touche un mot un peu plus tard, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles c'est intéressant d'avoir une personne dont c'est le métier quand même, le graphisme et l'UX, pour penser à ces choses-là sur lesquelles
Donc, on ne peut pas forcément inventer quand on n'a pas les compétences. Et voilà, je montre un peu cette étendue de compétences et tout, pas pour poser des jalons et pousser les gens qui nous écouteraient à se censurer en disant on n'a pas les compétences chez nous, on ne va pas pouvoir faire un bon produit. C'est pour montrer que faire quelque chose d'aussi abouti que le tableau de bord de suivi de l'épidémie de Covid-19, ça ne tombe pas du ciel et ça nous a… Enfin, il faut prendre tout ce que je vais dire par la suite de ma démonstration avec les pincettes on était dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ça, c'est les conditions de rêve pour mener un projet de data visualisation. Ce n'est pas toujours le cas et on peut aussi faire des choses très bien en ayant des gens qui portent plusieurs casquettes. Là, je vous montre juste un use case où voilà, les moyens ont été mis, les compétences étaient là et du coup, c'est forcément plus facile. C'est un peu comme si on avait utilisé les codes triches dans un jeu vidéo, mais on peut aussi faire des choses évidemment en plus petite équipe. Le plus important, c'est les choix qu'on effectue quand on va concevoir et développer notre application. Je prends 6 petits exemples pour vous montrer qu'en fait, faire une visualisation qui répond très bien aux besoins du public qu'on a ciblé, ça passe pas forcément, contrairement à ce que je viens de dire avant, par des grandes compétences et des gens qui ont fait 12 ans d'études du X-Design. Ça passe aussi par juste se poser les bonnes questions et sans cesse revenir à la place de son utilisateur pour se dire que tel ou tel choix, pour orienter tel ou tel choix en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, on a fait un truc tout bête, c'est quand on arrive sur la page et qu'on voit ces boîtes qui contiennent 10 chiffres ici, on a repris un code couleur rouge, vert pour dire est-ce que la situation s'aggrave, est-ce que la situation s'améliore. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais déjà, ce n'est pas toujours hyper facile politiquement à justifier. On a pu avoir dans d'autres projets des gens qui nous disaient on ne préfère pas trop insister avec un code couleur angoissant enfin, vous voyez là où je veux en venir. Mais en fait, si on se dit, nous, revenons à ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire une page sur laquelle on veut que les gens, en arrivant, tout de suite comprennent si ça va bien ou si ça va mal. Utilisons ces codes qu'on a en commun, c'est-à-dire rouge, c'est mal, vert, c'est bien, pour transmettre plus vite et plus efficacement l'information. En termes de choix des formes graphiques de visualisation, si vous parcourez le tableau de bord, c'est très, très simple. Là, vous voyez, il n'y a que des graphiques en courbe. En gros, il n'y a que des courbes ou des graphiques en barre. Je ne sais même pas jusqu'où on en a. Mais en tout cas, on a très, très peu de formes de graphiques différentes. Donc, des graphiques en courbe, des graphiques multi-courbes et quelques graphiques en barre. Pareil, c'est dans la même démarche de présenter l'information la plus simple possible, s'adressant au plus grand public possible, y compris un public qui n'aurait éventuellement pas de grandes compétences en lecture d'informations de type graphique, qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Et du coup, le corollaire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter de la répétition des formes. Ça ne doit pas être c'est pas forcément une préoccupation à avoir, se dire ah voilà, au bout de 10 graphiques en courbe ou de 10 graphiques en barre, on va en avoir marre. Ici, c'est pas l'objectif d'éviter cet effet de répétition, mais c'est de choisir à chaque fois la forme la plus efficace pour représenter la donnée. Hiérarchiser, on a fait le choix. Vous voyez souvent des tableaux de bord qui sont plus horizontaux, avec des graphiques disposés en ligne sur toute la page. Ici, on a fait le choix de quelque chose de très vertical, avec un ordre bien précis et bien déterminé des graphiques qui vont s'enchaîner par ordre d'importance. Donc, hiérarchiser l'information. On l'a fait, encore une fois, dans le but de se dire notre lecteur de base, enfin, notre visiteur de base sur gouvernement.fr, il ne va pas forcément aller jusqu'en bas de la page. On va lui mettre tout de suite les informations les plus importantes pour prendre la mesure de la situation sanitaire du pays. Au-dessus, on a ces boîtes synthétisées, présenter l'information de la manière la plus écrasée possible. Avant chaque graphique qui présente vraiment la donnée de manière détaillée, on peut revenir dans le temps ou on peut se déplacer dans l'espace. On a ce dernier chiffre en date, le dernier point de données
47 000 cas positifs, par exemple, et la tendance. Donc, on a une super synthèse au-dessus de chaque catégorie du tableau de bord qui présente le dernier point de données avec sa tendance, pareil, dans la même démarche de présenter une version hyper synthétique de l'information pour qu'on comprenne d'un coup d'œil ce qu'on est en train de regarder. L'accessibilité, donc on en a dit deux mots, donc ça a été pensé, tous les jeux de couleurs ont été choisis pour être lisibles par des personnes qui sont daltoniennes, par exemple. Et au-delà de ça, l'accessibilité, c'est pas seulement penser à des gens qui ont des difficultés de lecture de type daltonien ou des choses comme ça, mais c'est aussi bêtement la page, elle a été pensée et dessinée et designée pour les téléphones au départ. Là, je vous montre la version grand écran, mais c'est juste une version étendue de la version mobile qui était la première qu'on avait en tête. Donc, ça suppose pas mal de questions. Par exemple, comment on fait ces petites infobulles qui apportent des précisions sur les données. Évidemment, sur téléphone, on n'a pas une souris pour survoler comme ça. Donc, ça posait pas mal de questions qu'on a pré-résolues en concevant dès le départ le dashboard pour être compatible avec les téléphones. Et le dernier point, c'est la localisation. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place pour servir, pour que notre visualisation elle serve notre lecteur, c'est-à-dire approcher la donnée de notre lecteur. Nous, on a traduit ça par la possibilité de filtrer les données à la maille régionale ou à la maille départementale. Donc là, l'ensemble du tableau de bord s'affiche désormais pour la région Bretagne et aussi par la présence de cartes pour aller consulter et vraiment approcher, consulter la donnée sur son propre territoire autour de chez soi et rapprocher la donnée de notre lecteur. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, la notion centrale, c'est peut-être un peu bateau dit comme ça, mais c'est celle d'empathie. Si on veut réussir un bon produit en visualisation, vraiment, c'est garder toujours à la place, toujours garder à l'esprit de se remettre à la place du public que l'on cible et orienter tous ses choix de manière absolue en fonction de ce public-là. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de raison parasite à faire tel ou tel choix, à afficher tel ou tel indicateur, à faire tel ou tel choix graphique, voire choix technique, autre que celui de son lecteur. À partir du moment où il y a d'autres contingences qui vont entrer en jeu, on prend le risque de venir handicaper la réussite de notre projet de visualisation. Et je termine juste en deux mots pour les petits personnes qui pourraient être, et le petit détour technique par les personnes qui sont plus intéressées par la machinerie à l'intérieur. Tous les graphiques que vous voyez dans le tableau de bord, donc c'est-à-dire les cartes et les graphiques en barre, ont été développés et sont disponibles en open source, parce que c'est la manière dont travaille Etalab. Donc, actuellement, n'importe quel site peut récupérer n'importe lequel de ces graphiques et les afficher chez lui et ils seront mis à jour automatiquement avec les dernières données. Vous pouvez même les récupérer et les filtrer à une maille régionale, par exemple pour le département de la Mayenne et avoir les graphiques qui ont été développés par gouvernement.fr ailleurs. Pareil, le code source de ces blocs, de ces modules de visualisation, il est disponible. Vous pouvez le retrouver et vous pouvez le récupérer pour redémarrer un autre projet de manière complètement libre. Parce que toutes les solutions qu'on a choisies pour faire ce projet sont libres. Les données sont traitées avec le langage Python et les visualisations, elles ont été développées avec Vue.js, qui est une bibliothèque JavaScript moderne, qui nous permet de tout placer sur un répertoire sur GitHub et de l'offrir à la réutilisation, soit d'administration ou d'autres types d'organisations. De ce fait,
On a justement une des réponses à une question qui a été posée tout à l'heure par le chat par rapport à la présentation d'Amélie qui évoquait des solutions propriétaires. Donc là, Nicolas, tu nous confirmes que tout ce qui a été fait donc sur ces sujets de data visualisation l'ont été avec des outils open Ouais, source et ont fait l'objet, enfin, ont produit des livrables qui sont eux-mêmes du coup en open source et ouverts. exactement. Où tout s'est passé un peu trop bien. Non, mais tout le monde a travaillé en bonne intelligence et les gens de SPF, on parlait hyper facilement avec les gens de chez nous qui devaient récupérer les données et tout le monde s'est mis autour de la table très vite pour choisir quels indicateurs allaient être présents sur la page finale. Je pense qu'il y avait une notion d'urgence parce que voilà, le produit, on voulait qu'il sorte vite à partir du moment où ça a été décidé. Et il y avait plusieurs choses qui nous ont permis de faire que cette collaboration a fonctionné en termes d'outillage. On n'avait pas de boucle de mail infinie. On a créé un petit Slack exprès avec juste les gens du projet, mais à la fois au ministère de la Santé, chez Etalab et au sein des équipes de gouvernement.fr. Donc, tout le monde avait des canaux de communication très faciles et très directs les uns avec les autres. Les choix techniques qu'on a effectués pour nous développer ces graphiques-là, ils étaient tellement légers et tellement souples que ça nous a permis d'avancer très vite et de faire des correctifs au fil de l'eau parce qu'on ne s'est pas embarrassé de grosses machineries techniques. C'est vraiment hyper léger, hyper facile. Et ça part directement sur gouvernement.fr de manière très facile. Dès que nous, on fait une mise à jour sur les graphiques, c'est automatiquement répercuté sur gouvernement.fr. Alors, ce n'est pas du tout une évidence au départ. Normalement, il y a des processus de vérification du code et de plein de choses. Et là, on a juste enlevé les obstacles potentiels à la fluidité de la gestion du projet. En fait, quand il y a une finalité très porteuse de sens, comme c'est le cas là avec le sujet plus, on va dire un modèle collaboratif qui vraiment est centré sur la fluidité de la circulation de l'information, finalement, ça marche plutôt pas mal. Exact. Voir, ça peut marcher très bien. À la surprise d'un peu tout le monde, moi le premier sur ce projet, c'est que vraiment tout s'est bien passé. Mais je pense que oui, effectivement, ce que tu soulignes, que la volonté commune, en fait, à la fois du ministère de la Santé, de nous, spécialistes de la data, et des équipes de gouvernement.fr, de proposer une information claire et vraiment d'embrasser cette mission de service public en termes d'information sur l'épidémie a clairement facilité la capacité à travailler ensemble parce qu'il n'y avait pas d'autres contingences. C'est-à-dire que le cabinet du ministère de la Santé, ils n'ont pas poussé pour qu'on mette en avant des données qui les arrangeaient plus que d'autres politiquement. Pareil, au niveau du gouvernement.fr. Tout le monde avait vraiment en tête seulement le lecteur, qu'est-ce qu'il va voir et comment on peut l'aider le mieux en fait. C'est toujours une conjonction entre plusieurs facteurs, c'est-à-dire à qui va s'adresser mon graphique. Forcément, on va pouvoir aller sur une personne qui connaît très bien le sujet, très bien la donnée sous-jacente au graphique. Si je veux représenter les données du taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 à des gens qui font partie du conseil de santé ou des médecins, je ne vais pas choisir forcément la même forme que pour un citoyen dont je ne peux pas présumer les compétences en termes ni de lecture de graphique, ni de compréhension du jargon médical derrière. Donc là, on est resté sur les formes, j'en ai touché deux mots, les plus simples possibles en termes de visualisation, c'est-à-dire des choses avec deux axes, typiquement un axe temporel en abscisse et la donnée en ordonnée, soit sous forme de barre, soit sous forme de courbe. Donc, il y a à qui je m'adresse et il y a qu'est-ce que je veux montrer avec ma donnée, quel est
le propos que je veux donner à travers mon graphique. Et ces deux choses-là, normalement, nous amènent à effectuer un choix en termes de visualisation assez naturellement. Et en dehors de ce projet-là, hein, qui, on l'a bien compris, s'est effectué dans l'urgence et donc vous avez peut-être dû accélérer certaines étapes. Est-ce que, puisque tu es un expert en data vis, est-ce que toi, tu prends la précaution, par exemple, de tester ces choix-là auprès d'un échantillon d'utilisateurs pour vérifier que ton choix est le bon? Si j'ai la chance de pouvoir le faire, si j'ai la chance d'avoir le temps de le faire, je le ferai à chaque fois, mais c'est quand même rarement on a rarement cette possibilité en termes de moyens de faire des tests utilisateurs. Ça m'arrive très rarement. Et je suis pas sûr d'apprécier de le faire tout le temps, parce que chaque fois qu'on le fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus dur de lire un graphique, même quelque chose de très banal comme ce qu'on voit actuellement sur mon écran. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut supposer, y compris nous-mêmes, les gens très habitués à fréquenter la data et la data visualisation. On peut faire des grosses erreurs d'interprétation à première vue sur des graphiques parfois très simples. Donc, c'est des fois faire ces tests, c'est se rendre compte que ce qui compte, c'est pas tant le choix de notre graphique et toutes les précautions qu'on va prendre sur le choix de notre visualisation. Mais en fait, ça repose essentiellement sur l'éditorialisation autour de notre graphique. Parfois, l'adage de un graphique qui doit parler par lui-même ou une image vaut 1000 mots est complètement faux, voire même c'est même parfois l'inverse, que un graphique tout seul peut envoyer très facilement le message inverse, ou en tout cas complètement différent de celui qu'on veut lui donner. Et c'est tous les éléments d'éditorialisation autour qui vont permettre de donner des clés de lecture à notre lecteur. Ici, typiquement, c'est très subtil, mais cette petite boîte ici, avec le code couleur, la petite flèche qui montre si ça monte ou ça descend, et le petit code couleur qui dit est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est une clé d'interprétation très très forte pour le lecteur à la vision de ce graphique.